Merci. Donc, effectivement, 3 temps d'échange autour du plan de reprise d'activité avec différents animateurs qui seront amenés à intervenir. Donc, 2 de mes collègues aujourd'hui interviennent pour le centre de gestion. Cécile Casala, qui est conseillère en organisation, et Ludovic Verdugo, notre psychologue du travail. Donc, je vais vous inviter à poser des questions tout au long de la conférence via le chat. Vous avez un onglet, si vous bougez votre souris, vous allez voir écrit « Converser ». En bas, sur la bande noire, au milieu, il y a écrit « Converser ». Si vous cliquez sur cette icône « Converser », vous allez pouvoir poser des questions. Il vous suffit de taper votre texte, d'appuyer sur « Entrée » et la question va remonter. Alors, on vous conseille de poser des questions à tout le monde. Tout le monde verra vos questions. Je vais recenser ces questions tout au long de la conférence pour pouvoir les poser ensuite à Cécile et Ludovic. Donc, pour les collègues qui nous suivent, qui n'ont pas de son, qui ne peuvent pas nous adresser leurs questions par voie orale, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est véritablement que tout le monde puisse s'exprimer via le chat, tout simplement pour, à un moment donné, régulariser les échanges et faire en sorte qu'on puisse tous s'entendre et que ce soit assez clair. Si l'on ne répond pas à toutes vos questions, pas d'inquiétude, on recensera les questions, notamment dans la perspective de la conférence de mercredi prochain, donc le 6 mai, puisque là, on sera véritablement sur un côté beaucoup plus pratique à ce moment-là, dans la conférence du 6 mai. Là, on est véritablement sur le management et sur l'organisation. Et ensuite, on basculera sur un jeu de questions-réponses pour la mise en œuvre concrète de la reprise d'activité. Alors, pour faciliter les échanges aussi, je vais vous demander de couper vos micros. Donc, pour ce faire, vous avez sur la bande noire, en bas de votre écran, un petit microphone qui s'affiche sur la partie extrême gauche. Si vous cliquez dessus, il va apparaître rouge et barré, ça veut dire qu'on ne pourra plus vous entendre. Alors, c'est juste pour éviter les parasites, hein, on pourra remettre les micros en fin de séance si vous souhaitez qu'il y ait des échanges, il n'y a aucune difficulté. Mais dans un premier temps, véritablement, il serait préférable que tout le monde éteigne son micro pour éviter le bruit du clavier, éviter le bruit de la personne qui rentre dans la pièce ou autre. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit, donc je vous remercie pour votre présence et j'invite Ludovic et Cécile à prendre le relais. Ludovic? Tu veux que je commence directement? Oui, vas-y. Ok. Donc, on va commencer par faire un petit point sur les enjeux psychologiques de la reprise, avec notamment l'impact qu'a pu avoir donc, le confinement et la pandémie en elle-même sur les agents. En gros, dans quel état vous pouvez vous attendre à récupérer vos agents? Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Pour moi, il était important d'en parler un petit peu parce que on va être dans une période clé et dans laquelle il va falloir énormément d'énergie pour réactiver la machine de votre collectivité. Et en parallèle, on aura des agents qui, pour une partie, seront fragilisés, qui, pour une partie, ne pourront pas redémarrer sur les chapeaux d'eau. Voilà. Donc, avant de passer aux diapositives qui suivent, juste pour vous donner une petite information. Donc, sur la prochaine diapo, vous allez avoir des pourcentages. Ils sont tirés de différentes études, notamment une étude qui a été faite en Chine sur les conséquences du Covid. Un article d'une revue scientifique qui s'appelle Lancet, qui regroupe plusieurs études qui ont été faites sur différentes pandémies, le SRAS, l'Ebola, etc., toujours sur des personnes en confinement. Alors, je dis étude, on va dire peut-être plus sondage qui a été fait, j'ai oublié mes sources, en tout cas, qui a été fait en France par un institut de sondage sur le ressenti des salariés. Donc, toutes les infos que je vous donne, ce n'est pas uniquement fonction publique, c'est des choses générales, ce n'est pas uniquement France et ce n'est pas uniquement Tarn. Donc, je modérerai un peu quelques données. Cécile, si tu veux bien passer à la diapositive. Alors, juste avant, donc après, on va faire cette
sa première partie sur les enjeux psychologiques, deuxième partie sur les enjeux organisationnels, et ensuite on partira sur des fiches, sur des exemples de fiches avec des conseils en fait spécifiques sur chaque métier, sachant que ça c'est en train d'évoluer avec les données qui arrivent au fur et à mesure de la semaine. Mais voilà, à peu près le programme. Bien, donc voilà, c'est le moment où je vous fais un petit peu peur. Donc, selon les études, entre 30 et 40%, voire 44% pour les études les plus pessimistes de la population, suite au confinement, va être en détresse psychologique, on va dire modérée, et entre 5 et 10% en détresse psychologique élevée, c'est-à-dire alors qui nécessite un traitement et un accompagnement du style dépression, par exemple. Donc déjà, on a un taux assez important. Les personnes les plus touchées seront les femmes et les encadrants. Et a priori, ce seront les personnes les plus touchées aussi par on va dire la détresse psychologique élevée. Les femmes, ça s'explique tout simplement parce qu'elles ont beaucoup de choses à gérer, surtout dans le cadre télétravail. Pas qu'on fait rien, nous les garçons, mais voilà. Culturellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur les femmes et du coup, il y a une augmentation de la charge mentale, voire une surcharge mentale qui a un impact sur la santé mentale forcément. Et les encadrants, ben, tout simplement parce que ils n'ont pas que leurs problématiques à gérer. Normalement, ils doivent aussi gérer la problématique de leurs agents, la problématique de la collectivité. Et là aussi, l'accumulation des responsabilités fait qu'on peut être un peu plus sensible du coup à tout ce qui va se passer à côté. Maintenant, là, je vous parle de 30 à 40% de la population qui va avoir un impact ou des conséquences plutôt psychologiques significatives. Maintenant, le reste de la population, en gros, va avoir un impact psychologique, mais j'ai envie de dire plus léger, mais il y aura un impact quand même. Ne serait-ce que le fait, au moment de la reprise, de changer encore une fois d'habitude. D'avoir peut-être un stress supplémentaire, d'avoir une charge de travail différente, peut-être même, je vais y arriver, augmentée, qui fait que, a priori, ce sera simple pour personne et il y aura des petites conséquences, voilà, dont je parlerai un peu plus tard. Cécile, si tu veux bien passer à la diapo suivante. Merci. Donc, là, je donne quatre exemples d'impact psychologique, j'ai envie de dire du plus doux au plus dur, et donc du plus fréquent au moins fréquent. Donc les troubles de l'adaptation, c'est concrètement quand le stress est trop important. Et du coup, quand j'ai trop de stress, il ne me permet plus de m'adapter à la situation, il a même un peu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il va m'empêcher, parce qu'il va dépenser trop de ressources, parce qu'il va faire ressortir les émotions plutôt que la raison, pour faire simple, de réagir correctement et surtout en économie face à des situations. Ce qui fait, par exemple, un trouble de l'adaptation, ce n'est pas forcément grave, hein, mais on a constaté que sur les 2 premières semaines du confinement, beaucoup de gens étaient particulièrement fatigués à la fin de leur semaine de travail, que c'était un peu compliqué, juste le temps de s'adapter. Ben, cette fatigue-là, à la fin, c'est une conséquence d'un trouble de l'adaptation. Et on s'en est sorti et ce n'est pas forcément dramatique. Mais si je projette ça aux 2 semaines après le déconfinement, enfin après le 11 mai, il risque d'y avoir les mêmes choses. Ouais. Surcharge mentale, alors la surcharge mentale, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est quand on a trop d'informations à gérer en même temps, ça va venir impacter sur vos capacités à gérer le reste des informations. La surcharge mentale, c'est quand associé, il y a de la souffrance, de la fatigue, etc. Ce qui m'intéresse plus là, c'est l'épuisement. Alors, je ne parle pas d'épuisement professionnel ici, puisque en confinement, l'épuisement il peut être aussi émotionnel, c'est-à-dire que les deux sont, ou familial, les deux vont être mélangés. Mais ça veut dire que vous pouvez récupérer certains agents qui, après le déconfinement, sont déjà en épuisement professionnel ou émotionnel ou familial, peu importe comment vous le nommez, mais qui seront déjà en épuisement. Concrètement, c'est-à-dire que votre agent revient
et il est presque nécessaire qu'il soit en arrêt tellement il est mal. Après, on est sur une petite proportion, mais sachez que ça peut arriver. Notamment par rapport au travail, c'est très compliqué d'arriver à avoir des temps pour souffler quand on est en télétravail. Par exemple, la déconnexion, etc., c'est pas si évident que ça. Donc, il peut y avoir ce type-là de conséquences. Pour les deux suivants, c'est-à-dire les réactions de stress aigu et le stress post-traumatique, alors ça, c'est plus rare. A priori, ce sera quand l'agent aura été confronté, normalement de près, à la pandémie, c'est-à-dire un proche ou lui-même a été malade. Concrètement, il a eu peur de mourir ou d'avoir des conséquences fortes chez lui, et du coup, il y a des conséquences, notamment l'anxiété, voire la dépression derrière, qui peuvent être particulièrement importantes. On constate que ça peut aussi apparaître à cause d'une exposition un peu indirecte. Quelqu'un qui va regarder les chaînes d'infos toute la journée, qui va se nourrir je dis des fake news, mais de tout ce qui est réseaux sociaux un peu pessimistes, etc., etc. Au bout d'un moment, même s'il n'est pas confronté directement à la maladie, il a tellement peur de pouvoir y être confronté que ça revient à peu près au même. Pour faire extrêmement simple, la différence entre la réaction de stress aigu et le stress post-traumatique, c'est la durée. C'est-à-dire que sur les réactions de stress aigu, normalement, en gros, au maximum, après un mois, c'est censé se tasser. Si ça ne se tasse pas, on passe au stress post-traumatique et c'est un autre type d'accompagnement. Voilà. Je fais très vite, hein, l'idée n'est pas de vous donner un cours magistral en psychologie, mais de vous donner un peu une idée de ce qui peut se passer. Cécile, s'il te plaît. Du coup, les conséquences que ça peut donner en termes de travail, notamment. Donc, la détresse psychologique qui peut aller de morale en baisse jusqu'à dépression. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas forcément revenir avec un grand sourire. De la fatigue. Alors, je parle pas d'épuisement, mais c'est-à-dire que, c'est une évidence peut-être, mais vos agents, ils reviennent pas de vacances, quoi. C'est-à-dire, ils reviennent et potentiellement plus fatigués qu'à l'accoutumée, on va dire. L'usure et l'épuisement professionnel, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, on est sur des problématiques qui pourraient mener à des arrêts de travail, notamment sur l'épuisement professionnel. La démotivation, alors ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver de façon, alors pareil, c'est pas dramatique en soi, mais qu'on peut retrouver de façon importante. Démotivation et perte de mobilisation. Les agents ont été, entre guillemets, sortis de leur travail, même s'ils ont bossé en télétravail. Hein. Mais du coup, il y a la perte de lien social, il y a la perte de vue des objectifs, il y a d'autres objectifs, d'autres urgences qui ont été sur lesquels ils ont dû travailler ou réagir. Certains, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu travailler ou se sont occupés de leur famille. Et donc, du coup, les priorités peuvent changer, etc., etc. Et le fait de revenir au travail avec cette perte-là, on va dire, de mobilisation, va nécessiter un certain temps, qui n'est pas forcément très long, mais pour remettre tout ça en place. La perte de sens au travail, notamment pour des agents qui peuvent, alors je ne dis pas que c'est vrai, hein, que c'est objectivement vrai, mais qui eux peuvent avoir le sentiment qu'en fait leur travail n'a pas d'utilité ou est, comment dire, minime en termes de collègues qui eux, je ne sais pas, ont pu travailler en EHPAD par exemple et donc servir les gens. Ont pu garder les enfants des personnels soignants, etc., etc. Mais je ne sais pas, je vais dire une grosse ânerie, mais un agent des espaces verts qui n'a pas pu travailler parce que son activité était définie comme étant non essentielle, ça peut lui mettre un coup, ça aussi, et se dire, mais en fin de compte, mon travail ne sert pas forcément à grand-chose. Du coup, les deux derniers points que j'ai abordés peuvent, et a priori, puisque j'ai ce type-là de retour, moi, déjà, passer par une forte demande en mobilité. Alors, peut-être pas de suite, mais ça peut forcément, ou ça va forcément arriver. Tout ce que je vous dis, tous les exemples que je vous donne, en dehors des études qui ont été faites, c'est des retours que j'ai d'agents que j'ai suivis par
par téléphone, notamment d'agents que je suis, via le CDG ou via la cellule psy qu'on a mis en place. Donc, ça confirme un peu ce que les études disent. Et le dernier point qui me paraît important, pardon, c'est la perte d'efficience, la perte d'efficacité au travail. Je vais être pessimiste, mais il vaut mieux être pessimiste et se préparer au pire. Mais pour moi, la perte d'efficacité, elle va toucher à peu près tout le monde. Voilà. Le temps de se remettre en route, le temps de reprendre les réflexes, le temps de souffler un petit peu. Ne vous attendez pas à un retour d'efficacité au même niveau que quand vous êtes parti. La petite dernière, Cécile, s'il te plaît. Donc, ça revient un petit peu à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la plupart des agents ne seront pas à leur niveau d'efficacité optimale avant au moins 2 semaines après la reprise. Je refais le lien à ce que je vous disais tout à l'heure. En gros, il faut entre 2 semaines, 2 et 3 semaines pour reprendre des habitudes de travail, pour absorber la quantité on va dire, de changements et du coup pouvoir s'y adapter. Un point important, parce que là c'est vrai que je focalise vraiment sur la reprise, et la majeure partie de vos agents, on va dire au bout de 3 semaines, auront récupéré. Maintenant, pour certains, un pourcentage beaucoup plus réduit, mais pour certains, ça peut durer des mois, voire des années, ce type-là de conséquences. Mais là, je vous parle des fameux 2-3% de la population. Et la petite surprise, c'est que dans certains cas, ça peut arriver plusieurs semaines, voire plusieurs mois après le déconfinement. Donc, vous pouvez avoir ce genre de retour-là. Ça veut dire que pour les managers, et pour les RH, il faut s'attendre à ce que ça puisse, on va dire, repoper un certain nombre de temps après, alors que vous pensiez que les choses étaient tassées. C'est en général ce qui peut arriver d'ailleurs, les choses se tassent, les agents sont plus dans le feu de l'action, et d'un coup, toutes les difficultés, les traumas, les choses un peu dures qui ont été vécues avant vont ressortir à ce moment-là. Voilà, donc pour vous dire que il ne faut pas baisser sa garde tout de suite par rapport à ça. Voilà pour l'exposé qui fait un peu peur, mais qui, enfin j'espère, est plus là pour vous expliquer ce qui peut se passer et que pour que vous puissiez y être à peu près prêt, que pour dire que c'est la fin du monde et que c'est dramatique. Mais par contre, voilà, en tant qu'encadrant, il va falloir faire attention à ce que je demande à mes agents et à comment je leur demande, tout simplement parce que il peut y avoir des réactions à vif, il peut y avoir des craintes, il peut y avoir des interrogations, il peut y avoir toutes les conséquences dont je viens de vous parler. Il faut en tenir compte et pas forcément tenir rigueur à l'agent de certains comportements qui pourront arriver à ce moment-là. C'est souvent les émotions qui vont parler. Voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Alors, c'est pas trop une question, c'est peut-être de constats, ou peut-être vous pourriez nous donner votre avis là-dessus. Est-ce que les agents vous ont fait part est-ce que vous ressentez un décalage entre la perception que l'on avait du travail à distance, ou que les agents avaient du travail à distance avant de connaître cette crise sanitaire, et finalement la réalité du vécu du télétravail, du travail à distance, parce que dans le Tarn, on est peut-être plus en travail à distance qu'en télétravail. Alors oui, il y a des changements de point de vue, alors qui vont dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, c'est assez rigolo. Alors, ça va en fin de compte, après avoir essayé, alors que j'étais complètement contre avant, du coup, pas tout le temps, pas tous les jours, parce que ça, alors tout le monde est unanime hein, sur le fait que ce qu'on va appeler le travail à distance, c'est-à-dire tout le temps, sans lien avec le travail, etc., c'est pas bien vécu. Mais par contre, se dire que il y a des avantages au télétravail sur le fait que du coup, à un moment donné, alors évidemment, quand j'ai pas à garder mes enfants et tout ça, hein, mais je veux m'isoler, je veux pas de coup de téléphone, je veux pouvoir gérer mon téléphone un peu différemment ou gérer ma charge de travail, du coup, c'est bien. Le fait aussi de pouvoir se dire, à certains moments, en termes d'organisation, ce sera super pratique parce que du coup, je pourrais faire
Je peux lancer ma machine, aller travailler, vider mon linge. Alors, c'est une chose très pratico-pratique, mais donc ça peut avoir un effet très positif. Et la plupart des gens, en tout cas moi que je rencontre, sont plutôt positifs à partir du moment où on parle vraiment de télétravail, et c'est-à-dire quelque chose de cadré, organisé, avec des moyens, etc. Maintenant, il y a une autre partie qui, eux, ont essayé et qui savent très bien que eux, ça leur ira pas, ne serait-ce que parce que chez eux, il y a trop de distractions. Il y a trop d'éléments extérieurs qui les empêchent de se concentrer, par exemple. Voilà. Parce qu'il y a ce besoin d'être au travail, d'être avec les autres, de lien social, par exemple, et qui peut ressortir là très fort. Voilà, donc, et encore, alors là, je ne vous parle pas d'études, hein, je vous parle vraiment des retours que j'ai moi. Voilà, on est plutôt là-dessus. Un peu de télétravail, c'est plutôt bien vécu, tout le temps non, et certains qui disent non, c'est vraiment pas ce qu'il me faut. Voilà, mais plutôt quelque chose de positif, je dirais, en termes de retour. D'accord. Et est-ce que on peut imaginer que, enfin, est-ce que vous avez ressenti un sentiment de culpabilité qui est développé par les agents, notamment vis-à-vis d'un sentiment d'être moins efficace? Oui, alors ça, par contre, notamment ceux qui disent le télétravail, c'est pas pour moi, la culpabilité, c'est quasiment ce qui ressort le plus. Alors, le gros inconvénient de la culpabilité, c'est que du coup, les gens qui vont être en télétravail et qui culpabilisent se sentent obligés systématiquement de justifier de leur travail et voire même d'en faire plus. Je suis en télétravail, on va penser que je fais rien, ou quand je suis au travail, j'ai pas systématiquement à justifier de mon activité. Je dirais une bêtise, mais je passe 1 heure à faire une recherche sur un document ou sur un texte juridique, etc. Je sais que je produis parce que je suis au travail. Mais quand je suis chez moi et que je fais ça, comme je ne produis pas un document, la culpabilité peut aller là-dessus. Donc, oui, il y a de la culpabilité. Oui, dans ce cas-là, c'est un vrai problème parce que c'est les agents qui vont culpabiliser le plus, qui vont faire le plus, qui vont se justifier le plus, qui vont stresser le plus, et qui, du coup, eux, vont arriver en possiblement en épuisement, par exemple, à la reprise. Et alors à la reprise, est-ce qu'il y aura forcément est-ce qu'il n'y aura pas des situations à gérer, notamment qui sont nées de tensions qu'il peut y avoir eu entre les agents qui étaient en télétravail, donc qui ont effectivement produit, on va dire, dans des conditions peut-être dégradées, mais qui ont travaillé, et les agents, eux, qui n'ont pas été mobilisés? Comment on gère ça à la reprise? Alors, il y en aura. Et c'est ce que je disais au moment de la conférence qu'on avait fait sur l'encadrement. Il y en aura surtout s'il y avait déjà des problématiques avant le confinement, notamment de sentiments d'inégalité, de traitement, etc. Donc il y en aura. Et pour les gérer, il faudra faire de la gestion de conflits comme on a fait habituellement. C'est-à-dire, soit on est sur un conflit général, et dans ce cas-là, c'est j'ai envie de dire, à la direction, pour faire simple, de poser les choses, d'expliquer les choses. De faire de la pédagogie, j'appelle ça comme ça, mais d'expliquer pourquoi certains ont été mobilisés, d'autres pas. Être capable de remercier ceux qui ont été mobilisés et expliquer pourquoi, mais aussi être capable de remercier ceux qui n'ont pas été mobilisés et expliquer pourquoi. Le fait de ne pas être sorti, c'est avoir rendu service, c'est donner du sens à l'action. L'autre chose qu'il faudra faire, c'est si, une fois que ça s'est fait, on a des conflits plutôt interindividuels. Dans ce cas-là, concrètement, il faut mettre je vois un agent, puis je vois l'autre, j'essaye de voir quels sont les points de friction. Et si je peux, je les réunis. Alors, évidemment, avec une tierce personne au milieu pour faire tampon. Pardon. Je les réunis pour essayer d'expliquer, mais comme je l'aurais fait en groupe, en fin de compte, ce qui s'est passé d'un côté, ce qui s'est passé de l'autre, quels sont les ressentis, et essayer d'ouvrir une discussion entre les deux. Je ne pense pas qu'il y ait aucun agent qui était, je suis peut-être trop optimiste, mais qui était super content de ne pas être impliqué du tout. Ce qu'on constate souvent, je pense, alors je sors de la fonction publique, mais chez les chômeurs notamment, une de leurs difficultés, c'est de ne pas avoir d'utilité sociale, en fait. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut revenir, en fait, sur l'utilité sociale. Si je ne suis pas allé bosser, c'est que derrière, j'avais une autre utilité sociale, en fait. Donc, pouvoir discuter là-dessus.
Un agent qui a zéro utilité sociale, à part s'il est en conflit total avec son travail, à part s'il y a encore une fois d'autres problématiques lourdes avant, je ne pense pas que ce soit, et loin de là, la majorité des agents non mobilisés qui soient contents d'avoir été non mobilisés. Donc il y a aussi ça à communiquer. Ce n'est pas un plaisir forcément de rester chez soi à rien faire. Alors, peut-être dernière question avant d'enchaîner avec l'intervention de Cécile. Est-ce qu'il serait judicieux, utile, pertinent qu'un questionnaire sur le ressenti des agents leur soit diffusé pour permettre de mieux les accompagner à la reprise, pour mieux sonder leur état d'esprit? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est intéressant à partir du moment où il est anonyme et sur la base du volontariat. L'idée étant qu'en fait, il ne faut pas cibler une personne ou un groupe de personnes, mais plutôt pouvoir jauger l'état d'esprit des agents, pouvoir faire remonter s'il y a des difficultés particulières. Si on se rend compte que la majeure partie de mes agents sont démotivés ou démobilisés, par exemple, pour pouvoir mettre en place quelque chose de rapide et d'efficace pour pouvoir travailler là-dessus. Si je me rends compte que j'ai beaucoup d'agents qui sont en forte détresse, pareil, c'est un peu l'idée. Donc, à titre personnel, je trouve ça intéressant. Maintenant, voilà, c'est le genre de questionnaire, il faut l'utiliser avec des pincettes. Il y a vraiment l'anonymat absolu, bien réfléchir à la formulation des questions, puisque le but n'est pas forcément d'être inquisiteur, ou en tout cas de paraître inquisiteur dans ces questionnements, mais vraiment faire un point sur, en gros, comment vous allez, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que vous proposez quelque chose. Voilà. Enfin, pouvoir faire remonter aussi des idées, quitte à ce que parfois, alors ça peut être dur pour les encadrants ou les autorités territoriales, quitte à parfois à dire s'il y a eu un problème pendant, si vous avez manqué de quelque chose pendant le confinement ou au moment de la reprise, ben, n'hésitez pas. À minima, ça permet aux agents de pouvoir s'exprimer sur ce qui ne va pas et dans l'idéal, pouvoir permettre alors, soit à l'autorité territoriale, soit à la direction de pouvoir répondre, soit expliquer pourquoi telle ou telle chose n'a pas été faite, soit recadrer certaines décisions ou certains comportements où j'en sais trop rien, pour aussi pouvoir faire table rase de ce qui a pu se passer si tant est qu'il y a eu des difficultés, comment on puisse les balayer et passer à autre chose. L'idée, alors je ne sais plus dans quel document que j'ai produit, je l'ai écrit, l'idée de réfléchir à une reprise qui soit inclusive. C'est-à-dire, alors Cécile en parlera tout à l'heure, on inclut les agents dans la reprise, on leur demande leur avis, on co-construit, puisque c'est le terme qu'utilisera Cécile, c'est le bon terme d'ailleurs, et on essaye de mettre personne de côté. Pour mettre personne de côté, à un moment donné, il faut pouvoir exprimer les problèmes et y répondre. Voilà. Après, on ne peut pas répondre à tout, et je ne vous parle pas de répondre à la petite inquiétude d'un agent en particulier. Ça peut se faire à l'oral et tout ça. Mais par contre, si on voit qu'il y a des choses qui remontent en nombre, il y a peut-être une communication plus large à faire et des actions plus larges. Je commence peut-être à être trop long. Pardon. Ça veut dire que vous préconisez, juste dernière question parce que c'est en lien avec ça, ça veut dire que vous préconisez un entretien ou un échange avant la reprise entre les agents et leur hiérarchie ou... Alors, un entretien individuel, si l'encadrement repère un agent en difficulté et qui souhaite le faire. En gros, c'est une proposition. Là, a priori, vous avez des soucis, peut-être qu'on peut se parler. Avant la reprise, par contre, faire un petit tour, un petit état des lieux du ressenti général, sans forcément qu'il y ait un entretien derrière, ça me paraît important. Encore une fois, l'idée étant que comme ça, dans les premiers jours, au moment de la reprise, on peut essayer de régler les gros problèmes qu'il y aurait eu. Alors, quand je dis gros problèmes, c'est souvent des problèmes de communication ou de mauvaises interprétations d'intentions des uns et des autres. Voilà. Merci. Avec plaisir. Bon, donc, je vais prendre la suite. Alors, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Ludovic et sur les, entre guillemets, sur les inquiétudes au moins et sur cette ambiance un peu, peut-être peu rassurante, mais
il y a une chose quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est quand même dans une crise qui n'est pas terminée et qu'on est sur une reprise d'activité alors qu'on nous dit déjà que il va peut-être avoir une autre vague quelques mois après. Donc, mine de rien, c'est quand même pas simple non plus d'organiser en fait une reprise d'activité dans ces conditions-là, puisque on nous dit voilà, on reprend maintenant, oui, mais il peut y avoir autre chose après. Il y a d'autres choses aussi, c'est que là, on est en pleine période où on entend des tas d'informations, donc ce que disait Ludovic, mais au niveau des fake news, mais aussi de toutes les informations, de toutes les sources. Et comme dit lui-même le gouvernement, hein, c'est qu'on avance pas à pas, on avance avec au jour le jour. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte en fait comme environnement général de cette reprise d'activité. C'est pas une reprise d'activité après un incident, ça y est, c'est terminé et on reprend quelque chose qui existait avant. Non, on est dans une reprise d'activité, dans un environnement qui de toute façon reste de façon un peu générale anxiogène parce que on nous dit par exemple on a des départements rouges, verts, on ne peut pas aller à plus de 100 km, on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer plus tard. Donc, il y a aussi cette ambiance générale qui est quand même importante à prendre en compte. Donc, au niveau de l'organisation en fait, de cette reprise, on va faire le point sur le lien qu'il y a entre le PCA et le PRA, donc le plan de continuité d'activité que certains ont fait et le plan de reprise d'activité. On est dans la même philosophie, c'est préparer, continuer, c'est préparer, c'est faire un état des lieux et continuer une activité, faire en sorte que l'activité continue, évolue, et on reviendra sur le côté évoluer parce que par rapport à ce qu'on a connu et qui est quand même assez exceptionnel, ce confinement de la majorité, enfin de toute la population. Donc, on va aborder ça. Après, ce qui va être important, c'est prioriser, donner des lignes directrices par service ou par collectivité, ça dépend de la taille évidemment de la collectivité. Et comme disait Ludovic tout à l'heure, oui, c'est la co-construction de l'organisation, évidemment dans le respect du cadre en fait, c'est-à-dire dans les préconisations en termes d'hygiène et sanitaire que nous donne par exemple la Haute Autorité de Santé, puisque nous on s'est basé notamment là-dessus. Donc la co-construction avec les agents va être aussi importante, c'est-à-dire prendre en compte le fait que eux sur le terrain ont une vision qui est intéressante et qui est quelquefois beaucoup plus fouillée, détaillée que la vision d'un cadre ou d'un maire ou d'un responsable. Donc, ça, c'est une des choses aussi qui va être à prendre en compte. Et puis, évidemment, planifier. Pareil, Ludovic disait aussi un peu ça, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, il va y avoir peut-être une reprise, au moins de la part des agents, un peu particulière, parce qu'il y aura toutes ces inquiétudes, angoisses et autres. Donc, il va falloir aussi planifier en termes d'activité, en termes de comment on remet les moyens en place, comment on remet, parce qu'il y a aussi le côté humain, mais il y a le côté technique, comment on révise un peu tous ces moyens-là pour pouvoir remettre une activité à peu près normale. Et alors, communiquer et accompagner va avec la co-construction des agents, mais communiquer et accompagner, c'est aussi par rapport aux usagers. Parce que les usagers, on va être en face, il y en a qui ne sont pas sortis du tout, il y en a qui vont donc sortir à ce moment-là, et une mairie, une collectivité reste quand même un des lieux restaurants. Donc, du coup, c'est peut-être vers vous et que les personnes iront pour avoir des renseignements. Donc, ça va être très important de penser à cette communication. Et pour finir, évaluer et réajuster. Et là, je refais le lien avec ce que je vous disais au début, c'est qu'on parle de reprise, mais on nous parle aussi de crise qui n'est pas totalement terminée. Donc, ça veut dire qu'il va falloir évaluer et réajuster au fur et à mesure des informations qu'on peut nous donner au niveau sanitaire pour pouvoir réajuster et faire en sorte qu'il y ait un équilibre en termes d'activité, en termes de reprise d'activité.
Donc, si on fait le lien avec le PRA et le PCA, c'est-à-dire que le PRA, donc plan de reprise d'activité, suit évidemment le plan de continuité d'activité. Le PRA, donc c'est un ensemble, si on prend une définition simple, hein, c'est un ensemble de procédures. Alors vivant parce que ça évolue, parce que on va attendre de tout le monde une aide, hein, humaine, technique, organisationnelle, sécurité, qu'il y a toute cette idée d'anticipation d'anticipation des mécanismes pour reconstruire et une remise en route du système de l'organisation qui peut être plus ou moins longue, comme on l'a un peu évoqué, suite à un incident majeur ayant entraîné une interruption d'activité. Et là, je reviens sur l'incident majeur et je ne vais pas répéter ce qu'a dit Ludovic, mais l'incident majeur, mine de rien, a des conséquences. Donc, ça veut dire qu'en termes d'organisation, ça a aussi des conséquences. Donc, du coup, on a 3 phases. Là, on est dans la phase du milieu, la phase réactive. On a eu la phase préventive avec le PCA. Donc, on a essayé de maintenir l'activité. Là, on est dans la phase réactive, c'est-à-dire maintenant, on prépare le PRA pour pouvoir passer à la dernière phase de la reprise d'activité et qui va être une phase d'apprentissage. C'est-à-dire vraiment au jour le jour, la semaine après semaine, on va réajuster certaines choses parce que, voilà, comme je reprends ce que disait Ludovic tout à l'heure, on ne reprendra pas totalement le 11 mai l'activité telle qu'on l'avait laissée, puisqu'il y aura des choses, ne serait-ce que techniquement, en termes de sanitaire, qu'il faudra prendre en compte, le sens de circulation, ne serait-ce que dans un lieu où il y a plusieurs personnes, etc., la distance d'1 mètre ou 2 mètres, etc. Donc, il va falloir reprendre tout ça en compte. Donc, si je reprends un peu le PCA, on avait, alors je reprends un peu la démarche parce que, à la limite, on va retrouver des étapes. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner plutôt de la méthode et pour pouvoir faire un PRA, de vous donner des questions sur lesquelles il faut que vous posiez des questions, enfin plutôt des éléments sur lesquels il faut que vous posiez des questions pour pouvoir le préparer. Et l'objectif de la séance, la prochaine webconférence, ça sera de répondre à vos questions par rapport à ce que vous aurez fait entre-temps. Donc, vous allez avoir un travail pas possible ce week-end. 1er mai, c'est normal, c'est un travail de travail. Hein, donc, comme on ne peut pas manifester, voilà, il faudra rester chez vous et travailler. Et on se retrouve mercredi prochain après ce que vous aurez fait. Donc, constituer une cellule de crise, évidemment, d'avoir un groupe, un collectif pour pouvoir travailler sur ce PCA, mais évidemment sur le PRA aussi. Donc là, voilà, je vais aller rapidement là-dessus. Analyser les situations de travail, identifier les risques et les mesures de protection adéquates, identifier les missions nécessaires à la continuité de la collectivité et les ressources nécessaires, organiser les missions essentielles et les mesures de protection adaptées, organiser le nettoyage des locaux et préparer le plan de reprise de PRA. Si on reprend, j'ai oublié de changer le titre, mais si on reprend ça et en parlant de PRA, on va avoir la même chose, il va falloir constituer une cellule de crise. Donc là, il va y avoir des élus, il va y avoir des encadrants, il peut y avoir évidemment, on est dans le dialogue social, donc représentants syndicaux ou représentants du personnel ou simples agents, ils peuvent rentrer dans cette cellule de crise. Évidemment, pas tout le monde, mais au moins de pouvoir avoir des représentants. Analyser les situations de travail et identifier les risques et les mesures de protection adéquates. De mesures de protection adéquates, c'est pareil, ça va être un même questionnement. Sauf que là, du coup, ça va être évidemment avec tous les agents, alors que quand on était dans le PCA, on était peut-être avec que certains agents et avec un système de roulement. Donc, c'était peut-être plus simple de pouvoir faire ce roulement. Là, si on a tous les agents qui reviennent sur la collectivité, là, il va falloir prendre en compte le lieu et l'aménagement du lieu, notamment. À partir des missions de la collectivité, identifier les ressources possibles nécessaires, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va reprendre. Donc ça veut dire que si vous avez déjà travaillé sur le PCA, déjà sur ça, ça peut servir pour évidemment faire un PRA. Organiser les missions essentielles et mesures de protection adaptées, c'est pareil. Organiser le nettoyage des locaux, évidemment. Et travailler sur un retour d'expérience, ça c'est pareil, ça va être une des choses qu'on va garder.
Donc, j'insiste un peu là-dessus, on n'est pas totalement sorti de la crise, hein, on est sur une reprise d'activité, mais dans un environnement de crise. Donc, du coup, c'est aussi à prendre en compte. C'est pour ça qu'il y a vraiment un lien entre PCA et PRA. Donc, le PRA, c'est anticiper et prévoir. C'est une démarche collective et managériale. Alors, c'est vrai que pour les encadrants, c'est vraiment quelque chose de très… enfin, ils ont un rôle important à jouer là-dessus, puisqu'on retrouve ce que disait Ludovic sur une des conférences précédentes, on retrouve des tâches essentielles, hein, de l'encadrant, hein, par rapport à ça. Donc, il y a peut-être 3 étapes. Construire une démarche, limiter les impacts et prioriser. Construire une démarche donc pour anticiper et prévoir et planifier l'après-crise en fait. L'après-crise, sachant qu'il peut y avoir une crise à venir aussi. Donc, il faut vraiment planifier le plus possible. Donc, reprise d'activité progressive, alors c'est là où c'est quelquefois compliqué parce qu'on se dit mais quelle activité je vais faire revenir, et du coup ça pose aussi la question que soulevait tout à l'heure Ludovic sur l'utilité ou pas et le sens que peuvent avoir des agents par rapport à leur travail, puisqu'on leur dit ben non, là vous n'allez pas reprendre peut-être tout de suite, ou on ne va pas reprendre exactement comme c'était. Donc, il va y avoir évidemment des questions, hein, qui vont se poser. Limiter les impacts de la reprise, de la surcharge d'activité et de la crise elle-même. Donc, relancer la dynamique rapidement, relancer très rapidement le contact, les projets ou les chantiers qui étaient en cours. Donc, ça veut dire que ça ne dépend pas que de votre collectivité, ça dépend aussi des partenaires, des autres collectivités avec qui vous allez travailler. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Prioriser, et ça va être une des choses essentielles, c'est du coup je priorise les actions et je planifie les actions par rapport à ces priorités. Donc ça va être ce qui est urgent et important, ce qui est important mais qui n'est pas forcément urgent, et ce qui est une action à faire mais qui n'a pas de date limite en fait pour être faite. Donc c'est tout ça qu'il va falloir prendre en compte. Donc, on a des facteurs exogènes et endogènes, hein, rythme de sortie de confinement et rythme de reprise des instances. On avance petit à petit et pas à pas, en fait, hein, par rapport à ça. Donc, 3 grands défis managériaux du PRA. C'est la prise en compte des hommes et donc des agents en général, hein, parce que c'est… là, pareil, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Ludovic, mais ça va être important de reprendre en fait les équipes et comment les équipes vont reprendre et comment, du coup, comment les accompagner et les amener à reprendre une activité. Donc, il y a la fatigue, l'hypermobilisation, là, je ne reviendrai pas. Les changements donc, à conduire. Mine de rien, on a eu cette crise et mine de rien, on a, là c'est pareil, Ludovic l'a évoqué, on a eu du travail à distance pour certains, il y en a pour d'autres, il n'y a pas eu de travail. Pour d'autres, il y en a qui sont venus sur le lieu. Donc, mine de rien, il n'y a pas eu… la routine, elle s'est un peu cassée. Et donc, il va falloir retrouver une routine ou alors en faire une autre ou en créer une autre. Surtout là, dans les conditions dans lesquelles on va être, puisque… les bureaux, on va les organiser différemment, on va avoir des masques, il ne faudra pas forcément se croiser. En termes de cantine, on ne pourra pas se retrouver forcément dans un même lieu si le lieu est confiné et le lieu est petit. Donc, du coup, il y a tout ça qui va faire que il va falloir peut-être faire évoluer les routines ou inventer d'autres routines. Et les priorités, donc l'enjeu majeur, c'est en fait de sortir de la crise et de recentrer l'énergie, hein, de rester quand même sur l'objectif, c'est de reprendre l'activité et de ne pas oublier ça en fait, hein, et de ne pas se faire aussi prendre par toutes les inquiétudes des agents et de rester là-dessus. Donc, c'est pour ça que ça va être important, c'est de rester capitaine de bateau et donc de montrer une direction, une orientation, des orientations pour les agents, ce qui est en plus rassurant. C'est très rassurant pour
pour des agents qui, et là Ludovic me corrigera si je dis une bêtise là-dessus, mais c'est plus rassurant d'avoir quelqu'un qui sait où il va, ou qui va nous encadrer, qui va être rassurant, qui va nous dire, voilà, on a comme objectif ça et on va y aller par étapes, on va commencer par ça. C'est plus rassurant d'avoir un cadre que je ne sais pas exactement où je vais, etc. Donc, il va falloir faire un espèce de mixte entre les deux, puisqu'on est dans une zone un peu mouvante. Confirme, le cadre est rassurant. Tu peux continuer. Merci. Je voulais revenir donc sur les types d'impact. Alors, on a plusieurs types d'impact en voilà, mais il pourra en avoir d'autres, mais je pense que c'est les principaux. On a le type d'impact qu'il faut prendre en compte par rapport à votre PRA, c'est les types d'impact stratégiques. Il peut avoir une nouvelle crise. On n'a pas de retour d'expérience, donc on ne sait pas exactement comment faire. Donc, du coup, voilà, on est dans quelque chose de complètement nouveau. Organisationnel et psychologique, on en a déjà beaucoup parlé, surcharge de travail, mais il y a aussi rupture de l'organisation du service. C'est-à-dire que comme par exemple les agents ne peuvent pas être forcément sur un même lieu, là peut-être qu'il va falloir réorganiser le service, c'est les roulements peut-être à organiser au départ. Perte de cohésion d'équipe. Si vous avez vu, là, on fait de la visio, donc on se voit, mais les personnes qui ne sont pas forcément vues, qui ont perdu donc contact avec leurs collègues, on pourrait dire, on pourrait comparer ça à des périodes de vacances, mais pas du tout. Les vacances, on sait qu'il y a une fin, on sait à quoi ça sert cette période de vacances, on est en famille, etc. Là, on a été dans une période où on a eu un espèce de mélange entre famille et travail, mais on était au travail en fait. Donc du coup, on n'était pas sur cette période qui était très claire. Donc là, la cohésion d'équipe, il va falloir la recréer aussi par rapport à ça, mais il peut avoir ça. Baisse de motivation, je ne reviens pas là-dessus. Syndrome post-traumatique, c'est pareil. Ressources humaines, prolongation des arrêts maladie, c'est pareil. Ludovic en a parlé. Le sentiment d'inégalité aussi. Certains agents qui vont rester ou qui, parce qu'ils ont des enfants, ou ceux justement qui ont des enfants se disent oui, mais moi j'aimerais recommencer, mais je suis obligée de rester avec mes enfants parce qu'ils ne reprennent pas l'école tout de suite. Il y a aussi l'envie de prendre des congés et comment gérer ça en fait, cette envie de prise de congé. Donc il y a eu des notes qui sont sorties là-dessus et qui permettent quand même de limiter cet impact, mais bon, il peut avoir ça. Sanitaire et opérationnel, c'est le lieu difficile à aménager par rapport aux préconisations, qui va être un peu compliqué. Financier, explosion des dépenses pour certains, et surtout perte des recettes, donc surtout cet équilibre qu'il y a entre dépenses et recettes. Juridique, évolution de la réglementation post-Covid, c'est-à-dire que, comme je vous disais, on avance pas à pas, donc on ne sait pas encore, là on avance pour le 11 mai, mais après, il y a le 11 mai, il y a juin, et petit à petit, on va avancer comme ça, en fait, avec aussi les recommandations, la réglementation. Et enfin, communication, qui peut-être a été peut-être insuffisante, c'est peut-être un bien grand mot, mais pour certains, oui. Donc, il va falloir la recréer aussi, une communication. Donc, les types d'impact, c'est important de faire un peu le point par rapport à peut-être ces thématiques pour que vous puissiez, vous, pareil, travailler sur l'anticipation. Donc, les 4 dimensions du PRA, il y a donc le diagnostic et les impacts pour chaque service de la collectivité. Donc, suivant la taille de la collectivité, soit c'est voilà, une petite collectivité, donc là, c'est l'ensemble de la collectivité, mais c'est dans ces cas-là vraiment de prendre service technique, service, par exemple, accueil public et service état civil, etc., etc. Donc, le prendre par service, de faire le point sur ces fameux impacts par service. Ensuite, deuxième étape, c'est priorisation de la reprise d'activité. Donc, quelles sont les tâches essentielles et du coup, par rapport aux consignes nationales, comment les mettre en place.
Et ensuite, identification des conséquences financières et humaines de si on reprend partiellement, si on reprend totalement, etc., etc. Donc, d'avoir une vision la plus précise de à quoi va ressembler l'activité, la reprise d'activité. Alors, pour ça, on vous a mis un tableau, et je vous en ai mis deux du coup, que j'ai emprunté à une commune, la commune de Parthenay, qui me paraissait relativement simple à utiliser. Et là, vous pouvez l'utiliser du coup par service, où vous avez plusieurs niveaux. Donc, niveau 1, ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur l'importance, l'urgent, important, etc. Donc, quels sont les niveaux de priorité en fait par mission? Donc, est-ce que, par exemple, la première colonne, c'est est-ce que cette mission a besoin, enfin pour cette mission, est-ce que les agents ont besoin d'être sur le lieu ou est-ce qu'ils peuvent continuer en télétravail? C'est ce que disait Monsieur Édouard Philippe, qu'il fallait le plus possible continuer en télétravail ou en travail à distance pour éviter justement les regroupements de personnes. Deuxième question, c'est effectif nécessaire. Est-ce que j'ai l'effectif nécessaire par rapport aux agents, à mon équipe? Alors, différence entre effectifs nécessaires et effectifs mobilisables. Et là, c'est peut-être la colonne qui va être un peu compliquée à remplir en ce moment, puisque les parents se questionnent énormément sur est-ce que je laisse mes enfants partir à l'école et dans quelles conditions. Et donc, du coup, le corps enseignant aussi se pose la question de est-ce qu'on peut accueillir ou pas les enfants, et donc les mairies aussi. Donc, du coup, est-ce que je vais avoir l'effectif mobilisable? Et ça va être important. Et on parlait de communication avec les agents. Oui, ça va être important, du coup, de poser la question et de faire un peu le tour des agents pour savoir un peu quelles sont les conditions de reprise de leur côté. Modalité de reprise, c'est pareil. Là, ça va être est-ce que j'organise un roulement? Est-ce que j'organise différemment les bureaux? Vous voyez, c'est ce qui va se passer. Est-ce que j'organise un sens de circulation dans les bureaux pour éviter qu'ils se croisent? Est-ce que j'aménage, par exemple, une salle de réunion en bureau pour éviter que les personnes se retrouvent dans un bureau un peu trop petit? Donc là, c'est toutes ces questions qu'il va falloir se poser, les modalités vraiment techniques. Donc, du coup, c'est lié avec la colonne d'après, gestes barrières et protocoles. Là, ça va être une procédure, se laver les mains, avoir le masque systématiquement, éventuellement avoir des gants, nettoyer régulièrement le matériel que l'on utilise. Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir que vous indiquiez. Échéance spécifique, dépendance, donc dépendance par exemple au niveau des partenaires, c'est si vous travaillez aussi avec d'autres, c'est quand est-ce que vous allez reprendre et comment vous allez reprendre ces activités. Donc, échéance proposée. Et du coup, décision à prendre avec argumentaire, c'est peut-être qu'il va falloir prendre des arrêtés par rapport à certaines missions. Du coup, qu'est-ce qu'il faudra prendre comme arrêté par rapport à ça? Et mobilisation des services supports. Est-ce que, par exemple, pour l'informatique, il faudra prévoir quelque chose en plus pour ceux qui restent en télétravail, donc tout ce qui est support, ou nettoyage, ou etc. Donc, les questions, vraiment, on est dans reprise totale, reprise partielle, on est dans une reprise progressive, et ce tableau-là est un tableau évolutif, en fait. C'est un tableau que vous allez remplir avant, mais peut-être que vous allez faire évoluer au bout de la première semaine, de la deuxième semaine, et peut-être que du coup, là j'espère qu'au bout de la troisième, peut-être que ça sera un tout petit peu plus figé, mais c'est possible que sur les 2 premières semaines, ça évolue, puisque là vous allez être en anticipation, vous allez imaginer une super situation de reprise, mais c'est possible que quand tout le monde va se retrouver sur le site, on va s'apercevoir que en fait, ce qui était prévu, c'était pas totalement possible, ne serait-ce que techniquement, parce qu'en termes d'aménagement, en fait, on s'aperçoit que les agents se croisent vraiment de très près. Donc, du coup, qu'est-ce qui manque par rapport à ça? Donc, vous voyez, ces petites choses ou ce dont parlait tout à l'heure Ludovic, les angoisses que peuvent avoir certains agents, qui va faire que du coup, peut-être que certains vont revenir 1 ou 2 jours, puis vont être très inquiets et vont repartir, en fait. Donc, comment on fait par rapport à ce qu'on avait prévu comme effectif mobilisable? Un autre type de tableau qui peut peut-être être plus simple à remplir, c'est à peu près les mêmes choses, mais je voulais vous en montrer au moins 2.
Là, c'est pareil, vous voyez, vous avez ordre d'importance, priorité, urgente, etc., etc. Libellé des missions, le nombre d'agents nécessaires et quelle différence par rapport au nombre d'agents affectés habituellement, les modalités d'exercice, les conditions préalables requises, le matériel nécessaire et le délai de réalisation des tâches par rapport à ça, et donc les actes nécessaires. Il est plus simple celui-là, mais je voulais vous en donner deux pour que vous ayez une base en fait pour vous débrouiller avec ça. Donc, je vais revenir sur des petites choses. Reprise d'activité progressive, on est bien sur le in situ ou télétravail, mais on est aussi sur des thématiques qu'a évoqué déjà Ludovic, mais la communication, la co-construction, la spécificité de chaque métier et le roulement sur site, c'est-à-dire la priorisation des actions, des publics et les calendriers. Donc, c'est peut-être les thématiques aussi à prendre en compte particulièrement. La communication, je vais reprendre des thématiques, surtout à avoir en tête en fait. Constituer une équipe, donc ce que je disais tout à l'heure, une cellule de crise, mais constituer une équipe pour travailler sur la communication. Centraliser, analyser, vérifier. Vous avez vu, l'information évolue, l'information officielle, je crois que tous les jours, on reçoit de l'information en ce moment avec les protocoles à mettre en place. Donc, mine de rien, ça va être un travail assez important. Et mine de rien, ce n'est pas parce qu'on va reprendre que ça ne va pas s'arrêter, cet afflux d'informations. Puisqu'on est vraiment dans une reprise progressive, on est comme je vais reprendre ce que disait monsieur Édouard Philippe, on va faire le point sur certaines activités au mois de juin. On a des préconisations jusqu'au mois de juin. Après, on nous dit qu'on verra après. Donc, vous voyez, les informations vont arriver et vont continuer à arriver. Donc, il va falloir réajuster, il va falloir communiquer là-dessus. Il va falloir savoir quoi communiquer. Donc, du coup, important de constituer une équipe là-dessus. Identifier les cibles de la communication. Donc, pareil, est-ce que je communique ça aux agents, aux usagers, aux partenaires, aux autorités? C'est toutes ces cibles de communication qu'il va falloir voir. Et du coup, un questionnement tout bête, quoi, à qui, pourquoi, quand, comment, revenir aussi à un formalisme de ce type-là. Je communique quoi, à qui, pourquoi je le communique, quand, comment et qu'est-ce que je communique du coup. Et avoir une espèce de fiche comme ça pour que ça aille un tout petit peu plus vite en termes de communication et qu'on ait, pour les personnes qui reçoivent l'information, qu'on ait un langage dans lequel on peut se positionner, que l'on va comprendre parce qu'on va toujours nous répondre aux mêmes questions. Et ça, c'est vraiment essentiel d'avoir cette façon de communiquer. Une chose importante, c'est la régularité de la communication. Là, il va falloir continuer à informer régulièrement parce que ça va permettre de rassurer les uns les autres, ça va permettre de se rassurer sur ce qui se passe, sur ce qu'il va avoir, sur les étapes aussi, puisque là, on va être sur une première étape, on reprend le 11, on aura fait un plan de reprise d'activité, mais par contre, peut-être que allez, on va dire le 20 ou le 25 mai, on aura eu d'autres informations. Donc, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Quelles sont les étapes du coup? Quelles sont les nouvelles étapes à mettre en place? Donc, il va falloir vraiment penser à communiquer très régulièrement. Et peut-être pas forcément communiquer juste quand il y a des crises. Ça va permettre en même temps, ce que disait aussi Ludovic, d'avoir un ressenti avec les agents réguliers, de pouvoir les rassurer, même si c'est une communication courte, vous n'avez pas besoin de faire des grandes réunions d'1 heure, 2 heures. Quelquefois, il suffit d'avoir juste une réunion de 20 minutes, de donner les informations et puis d'écouter. Mais d'avoir cet échange régulier, ça va être vraiment essentiel. Donc, communiquer aussi sur les moyens de mise en œuvre et les reprises d'action. On parlait de co-construction. Alors, je vous ai mis ce schéma que je trouvais plutôt intéressant, qui a été fait par quelqu'un, justement par rapport, il y a le nom qui est écrit, je ne le vois pas d'ici, mais que je trouvais intéressant comme réflexion. Et qui peut être une base pour réfléchir avec les agents ensemble là-dessus, sur réfléchir à notre après. Donc, on a eu des activités suspendues. Pourquoi les activités qui peuvent paraître incohérentes, des activités qui peuvent être cohérentes? Qu'est-ce que sont les activités de transition pour la transition? Et là, je trouve intéressant, c'est ce terme-là, transition.
parce qu'on est on est dans une reprise d'activité, mais comme on disait, on reprend parce qu'on est quand même dans une crise qu'on n'a jamais connue avant. Donc, on est dans une transition. On nous dit qu'il va y avoir peut-être une rechute. On ne sait pas encore où on va. Donc, peut-être que on est encore dans… Enfin, au moins, il faut mettre dans cet état d'esprit qu'on reprend, mais peut-être qu'après, on va de nouveau être confiné. Donc, on est dans une espèce de transition d'un état à un autre, et peut-être pour un autre état. En fait, hein. Donc, c'est vraiment important. Activité à développer, action à développer, ça va être essentiel à avoir comme discussion avec les agents. C'est que, mine de rien, on a eu ce temps qui a été un peu particulier et de réflexion où il y a eu une recherche de sens ou de perte de sens ou d'activités nouvelles parce que le télétravail a fait qu'on a développé des activités nouvelles ou d'attitudes nouvelles aussi. Ça va être intéressant d'écouter aussi peut-être quelles sont les actions qu'on pourrait développer puisque justement on a eu une situation qu'on ne connaissait pas. Et ça va permettre aussi de prévenir peut-être d'autres situations de ce type-là, d'autres autres actions possibles. Donc, vous voyez, vous avez ce schéma qui, je trouve, est assez intéressant pour travailler là-dessus. Ce qui est important, c'est que la co-construction va être essentielle pour comment dire, impliquer les agents, les faire participer à cette reprise d'activité et du coup, quelque part aussi donner un sens en fait, à cette reprise d'activité et donner un sens à leur activité par rapport à cette crise. Et ça, c'est essentiel. Ça permet aussi de rassurer, de faire participer donc les agents. Et en plus, je dirais, c'est de l'intelligence collective, c'est-à-dire que les uns les autres, tout le monde on a tous vécu cette situation-là. Donc, on a tous à un moment ou à un autre des choses à dire là-dessus. Donc, par contre, au cadre de faire en sorte que les choses à dire soient plutôt constructives et soient plutôt dans la construction de quelque chose. Mais on a tous, en fait, un avis sur sa pratique. On a tous eu à faire évoluer notre pratique. Donc, du coup, c'est une réflexion assez intéressante. Alors, un exemple de schéma qui peut être utilisé, c'est sur une feuille ou au moins travailler à plusieurs là-dessus. C'est, vous voyez, on tente trouver des solutions par rapport à, par exemple, une reprise d'activité. On parlait hier de, par exemple, un aménagement de salle. Comment je fais? Je peux intégrer dans cette réflexion d'aménagement de salle un agent ou des agents pour savoir un peu ce qu'ils en pensent. Et pourquoi pas, dans ces cas-là, se dire, bon, là, on va tenter ça, on va essayer ça. Par contre, on peut continuer tel aménagement de la salle parce que la salle est assez grande. Par contre, on va arrêter, par exemple, d'utiliser telle salle parce qu'elle est trop petite. Donc, vous voyez, c'est le truc vraiment tout simple. Hein. C'est un schéma tout simple, mais qui peut être intéressant quand on a rempli le tableau et qu'on travaille avec les agents sur l'aménagement des missions, des tâches. Comment je peux les aménager? Je me mets autour d'une table avec les agents concernés et j'essaie de voir comment je fais. Vous le faisiez de cette façon-là. OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut le faire dans les conditions sanitaires préconisées ou est-ce que ce n'est pas possible? Donc, du coup, si ce n'est pas possible, est-ce qu'on tente ça? Est-ce qu'on continue quand même tel élément ou est-ce qu'on arrête? Donc, vous voyez, c'est vraiment des questionnements tout bêtes à se poser par rapport à l'activité. Et donc, d'être, et c'est ce qu'on appelle de la co-construction, en fait, de travailler à plusieurs là-dessus. Donc, voilà, en termes d'organisation, ce que je pouvais vous dire. Donc, si je reviens peut-être sur ces deux tableaux, donc bien se poser des questions. Et je pense que peut-être la première chose à faire, c'est vous poser des questions en prenant ce tableau-là, de réfléchir par service, par mission, de qu'est-ce qu'il y a à faire et comment on peut l'organiser, comment on peut organiser la reprise avec ça. Et ensuite, de parler d'échéances, de calendrier, mais aussi de co-construction avec les agents. Donc, soit vous pouvez commencer dès maintenant à travailler en co-construction avec les agents par téléphone s'ils sont chez eux, par visio s'ils sont chez eux, soit avec certains qui sont déjà sur
sur place parce qu'eux ont fait partie du plan de continuité d'activité. Pourquoi pas, mais voilà, c'est important de partir sur ça. Pour finir, on a pris donc des extraits des fiches donc des préconisations du Haut Conseil de la santé publique relatives à l'adaptation des mesures de barrière de distanciation sociale pour l'ensemble de la population, donc qui a été mise à jour le 24 avril. Donc on a pris juste quelques extraits pour voilà, mettre en avant, sachant que ça évolue. A priori, on est vraiment, là je vous dis, ça date du 24, donc on est là-dessus. Mais je laisserai tout à l'heure la parole à Ludovic qui parlera peut-être du protocole qui est sorti et qui concerne les écoles en particulier. Mais il y a des textes qui sortent au fur et à mesure. Donc juste comme ça, la limitation du nombre de personnes en espace collectif, en milieu intérieur, donc respect de la distance physique dans un espace sans contact d'environ 4 mètres carrés par personne au minimum, en évitant le croisement, le regroupement des personnes avec si possible l'organisation d'un sens de circulation. Donc là, c'est ça qui va être un peu compliqué peut-être pour certaines collectivités, mais c'est important d'avoir en tête ça. Donc ça veut dire que vous voyez, après le tableau, il va falloir faire un plan d'aménagement, de faire vraiment un tour, et je pense que certains ont déjà commencé, faire un tour de tous les bureaux et de savoir comment techniquement on va organiser le travail de tous les agents. Ces préconisations seront adaptées en fonction des types d'espaces intérieurs, donc transport en commun, et donc on a un peu tout. En milieu extérieur à faible ou forte fréquentation, respect d'un espace sans contact de 4 mètres carrés par personne au minimum, en dehors des untés. Alors là, on a des choses un peu particulières, personnes d'un même foyer confinées ensemble. Une attention particulière sera portée aux conditions d'accès des espaces publics, et ça, très important, donc on parlait de communication tout à l'heure, c'est les règles devront être affichées dans les espaces publics et dans tous les espaces, même bureaux en fait. Ça va être essentiel. Mesures spécifiques à l'école. Alors là, peut-être que je laisserai la parole à Ludovic après, parce que du coup, il y a un protocole qui vient de sortir par rapport à ça. Mais peut-être, en gros, ce qui préconise la Haute Autorité de Santé, un plan évidemment stratégique d'organisation des classes, emploi du temps, espacement et respect de la distanciation physique, le nombre d'enfants, le nettoyage et la désinfection, le respect des gestes barrières, le repérage des enfants ou des personnes symptomatiques. Donc, voilà, ça c'est une des premières choses. La mise en œuvre d'une campagne pédagogique relative aux mesures d'hygiène individuelles et collectives. Donc, très important de faire en sorte que tout le monde joue le jeu, qu'il y ait… on est vraiment dans un travail collectif avec cette crise, c'est que une action individuelle peut avoir des conséquences sur le groupe. Et le groupe peut avoir des conséquences sur une action individuelle. Donc, il vaut mieux prendre collectivement ça, et ça veut dire que tout le monde a un rôle pédagogique à jouer par rapport aux personnes qu'elle côtoie. Donc, ça, c'est une des choses essentielles. Nettoyage et désinfection avant la réouverture. Donc, ce que préconise la Haute Autorité, c'est que pour les locaux restés complètement fermés pendant le confinement et non fréquentés dans les 5 derniers jours ouvrés avant la réouverture, là, il y a un nettoyage. Donc, du coup, il est donc recommandé de réaliser un nettoyage pour une reprise en propreté de tous les locaux intérieurs et des espaces extérieurs avec un protocole habituel. Pour les locaux restés partiellement occupés pendant le confinement pour des activités diverses, il est recommandé de réaliser un nettoyage, désinfection comme vous avez déjà mis en place en fait. Distanciation physique d'au moins 1 mètre à l'ouverture d'école. Donc là, on revient un peu sur ça. 1 mètre dans les classes entre les bureaux des élèves et dans les espaces communs. Donc, vous voyez, on parle de 4 mètres tout à l'heure par personne, mais là, on a 1 mètre entre chaque bureau, entre les enfants et entre l'enseignant. Donc, voilà, ça ne va être pas forcément très, très simple par rapport à ça. Peut-être que Ludovic, tu peux rajouter des choses sur…
Par rapport au protocole sanitaire de réouverture des écoles maternelles et élémentaires, donc nous, on a la version de hier, du coup, qui est une version projet. Donc peut-être que les enseignants, j'ai lu ça dans les échanges, que les enseignants ont la version définitive aujourd'hui. Normalement, ils sont censés la voir demain, si mes souvenirs sont bons. Ce qui est intéressant, alors même si ce n'est pas la version définitive, c'est que ça peut vous permettre, enfin, pour les communes en tout cas, de commencer à vous faire une idée de ce qui va être demandé. Alors, moi, je trouve le document, alors, il est dense, hein, il y a 63 pages. Je vous avoue que je l'ai eu hier soir, donc je n'ai pas tout lu. Mais il est plutôt, moi, je trouve bien structuré. Vous avez des fiches thématiques. Alors, vous avez l'accueil des élèves, l'aménagement des classes, la gestion des circulations, les activités sportives, les récréations, le nettoyage, désinfection, gestion de la demi-pension, etc., etc. Donc, a priori, ça couvre tout. Juste pour vous donner un petit exemple, parce que concrètement, moi je trouve, c'est nécessaire, hein, mais ça va être contraignant et il va vraiment falloir anticiper la mise en place. Je prends juste l'exemple du lavage des mains. En fait, il faut que je le retrouve. Alors, par exemple, contrairement à ce qui avait été dit dans je ne sais plus quelle circulaire qu'il y avait eu avant, où on interdisait le gel hydroalcoolique pour les enfants, ben là, par exemple, il est autorisé. Et on dit, alors, sous supervision d'un adulte, ça veut dire qu'il faudra, par exemple, qu'un adulte surveille le lavage des mains à chaque fois. Donc, il en faut un à l'arrivée de l'enfant, un avant de rentrer en classe, un après les récréations. Donc, à chaque fois que l'enfant rentre en classe, il faut qu'il se lave les mains. Un avant et après chaque repas, un avant et après d'être allé aux toilettes, après s'être mouché, avoir toussé ou avoir éternué. À chaque fois qu'on a utilisé un objet possiblement utilisé, et le soir, possiblement contaminé, pardon, et le soir avant de rentrer chez soi. Donc, en termes de contraintes, en termes de matériel, je pense que même si ce n'est pas la version définitive, il vaut mieux commencer à la réfléchir pour pouvoir vous y préparer. J'ai envie de dire qu'il peut le plus, peut le moins, même si la version définitive est plus souple. Voilà, donc on vous transmettra cette version-là du document relativement rapidement après la conférence. Voilà ce que je peux en dire. Alors, je suis désolé, je ne rentre pas autant dans le détail que l'a fait Cécile parce que le document est massif et que je ne l'ai pas encore lu dans le détail. Cécile, je te laisse la main. Oui, alors juste, j'ai sorti, c'est pareil, hein, le document de la Haute Autorité de la Santé, du Haut Conseil de la Santé publique, pardon. C'est pareil, c'est par fiche, hein, et donc j'en ai sorti une notamment sur la restauration collective. Et ce qui est préconisé, il y a deux solutions en fait qui sont préconisées pour le moment. C'est plutôt de prendre le déjeuner sur place en respectant la distanciation physique, pardon. En mettant des barrières, donc plexiglas, et d'indiquer des places. Donc, ça veut dire que pour des cantines scolaires, ça va être un peu compliqué, sachant que souvent, c'est un lieu un peu étroit. Mais normalement, il faut garder cet espace en mettant des bandes. Par contre, les repas peuvent être apportés. Il donne les deux exemples du Danemark et de Taïwan, où Taïwan, les enfants, et j'ai vu des photos d'ailleurs, les enfants mangent à leur place dans la salle de classe. Ils ont même installé des systèmes de plexi pour qu'ils mangent. Le repas en classe, c'est ce qui est préconisé dans le document. Voilà, c'est ça. Et autrement, c'est de manger, alors c'est ce que fait, je crois, le Danemark, d'apporter son propre repas et de faire plutôt pique-nique. Mais ça veut dire que du coup, il faut avoir de la place, il faut pouvoir organiser ça. Donc voilà, ce qui est préconisé, c'est ces deux solutions pour le moment. Et donc, a priori, ça se confirme en fait dans ce protocole, d'après ce que tu dis en fait, Ludovic. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu ça. Je disais que ça se précise dans ce protocole en fait. Hein. Oui. J'ai bien compris. Donc, voilà, moi je voulais finir là-dessus sur ces spécificités, c'est-à-dire qu'on a donc ce fameux tableau qui peut servir au niveau général pour vous aider à préparer ce plan de reprise.
Mais par contre, après, il y a ces spécificités, notamment, qui vont dépendre de ces textes et de ces préconisations sur les écoles. Donc, ces documents, on va vous les pareil, vous diffuser pour que vous puissiez utiliser en fait toutes ces mesures quand même assez précises de préconisation en fait en termes de conditions d'hygiène à respecter. Voilà, j'ai terminé. Merci Cécile, merci Ludovic. Donc, beaucoup d'observations, peu de questions, mais n'hésitez pas si vous souhaitez poser vos questions à le faire maintenant, il n'y a pas de difficulté. Alors, quelques observations, notamment compte tenu du contexte qui est particulier d'un point de vue électoral, hein, puisque ça se rajoute au contexte effectivement de la crise sanitaire, avec pour l'instant des conseils municipaux qui n'ont pas été renouvelés, même si les élections ont lieu. Un premier tour a pu être concluant, mais effectivement, il n'y a pas eu de suite donnée. Donc, normalement, le 23 mai, nous aurons toutes les réponses à ces questions-là sur l'installation des conseillers municipaux qui ont été élus à l'issue du premier tour et sur une éventuelle date d'organisation du second tour des élections municipales. Donc, effectivement, avec toutes les conséquences que ça a sur l'intercommunalité, les cas départementaux et les établissements publics qui dépendent de ces élections-là. Donc, effectivement, ça peut rajouter des tensions, et notamment sur les équipes, alors essentiellement managériales. Hein, Ludovic, vous en parleriez mieux que moi, mais voilà, ça rajoute une complexité au contexte. Tout à fait. Enfin, et ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au cadre avec ce que disait Cécile, c'est tout flou va générer de l'incertitude, et toute incertitude va rajouter du stress. Si en plus de ça, on va dire la sphère technique est elle-même globalement en instabilité ou en incertitude, je parle de la direction, enfin, ou des directions notamment, parce que la sphère politique, ben, du coup, alors, soit c'est l'ancienne équipe qui attend que la nouvelle s'installe, par exemple, soit il y a un entre-deux-tours, etc. Et que donc cette sphère politique, du coup, est floue, parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle ne veut pas, après, peu importe les solutions, ça va être extrêmement compliqué à mettre en place. Alors, je le dis, et je sais très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là, l'idée, c'est que, admettons qu'il y ait des situations un peu floues comme celle-ci, il faut que la sphère technique, le haut de la sphère technique puisse prendre les devants et cadrer un maximum, et dans certains cas, pallier aux incertitudes. Voilà, facile à dire, plus compliqué à faire. Mais... C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est capitaine de bateau et on est dans une tempête. C'est là où ces outils de cadre, en fait, de tableau, peuvent permettre d'avoir ce cadre, en fait, d'avoir un cadre un peu rassurant, malgré ces incertitudes, malgré ces informations qui évoluent, malgré ces positionnements qui sont encore flous des uns et des autres. Il y a une continuité de service, il y a un intérêt public, il y a donc qui doit continuer. Donc, les missions, elles existent. Donc, il va falloir vraiment s'appuyer sur ces tableaux pour dire, mais même s'il y a des changements, même s'il y a une évolution, il y a quand même des missions essentielles qui continuent. Après, il y a peut-être d'autres missions qui vont évoluer. Mais au moins, on a un cadre qui va permettre, même si on change d'équipe, qui va permettre d'assurer une continuité entre deux équipes. Il faut, excuse-moi, du coup, je complète par rapport à des choses que j'ai pu lire dans les commentaires, mais il faut que, alors je veux dire la direction pour la tête de la sphère technique, mais soit particulièrement au clair avec les priorités, en fait. Alors, dans l'idéal, ça se fait avec la sphère politique, mais quand, admettons, pour reprendre les interrogations, il y a des difficultés là-dessus, au moins être clair sur les priorités, sur les... alors, j'aime pas tellement le terme d'urgence, mais en tout cas sur ce qu'il faut faire en premier, les fameuses missions essentielles, etc., puisque effectivement, il y aura du retard sur plein d'activités, donc tout ne pourra pas reprendre en même temps, donc qu'est-ce qu'il faut reprendre en priorité? Et cette réflexion-là, il faut au moins que ces grandes priorités soient déterminées, et c'est la base du travail que tu proposes, Cécile, mais soient déterminées avant la reprise pour pouvoir la communiquer et la mettre en place. Oui, et puis surtout, faut pas oublier que vous n'allez pas reprendre tout d'un coup.
Ça, c'est vraiment essentiel. C'est pour ça que c'est important de faire vraiment l'état des lieux par compétence d'une collectivité, en fait, hein, de vraiment bien poser les choses. Qu'est-ce qui est essentiel, par exemple, pour les espaces verts? Qu'est-ce qui est essentiel pour telle ou telle chose? Pour vraiment faire le point. Et là, dans ces cas-là, ce sera plus facile de dire, bon, bah, là, ça, on le fera plus tard, en fait, finalement. Vu les dates ou des dates qui ont reculé, ben on va pas mettre le paquet tout de suite. Et donc, ça veut dire qu'en termes d'agents, j'ai pas besoin d'en mobiliser autant. Et donc, quelque part, ça m'arrange parce que j'ai des agents qui ne vont pas forcément revenir tout de suite. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que c'est très important de faire le point sur vraiment les missions par compétence d'une collectivité et je priorise par rapport à ça. Et donc, vraiment, c'est l'idée de urgent, important. Alors, on va revenir sur des bases, mais le côté urgent, c'est qu'il y a un délai à respecter. Important, c'est que c'est le point, c'est le fondement de la mission. Donc, c'est normal que ça existe. Et après, vous avez alors donc urgent, important, vous avez important mais non urgent, et vous avez après ce qui peut paraître, alors je ne voudrais pas dire que ce n'est pas important, mais c'est quelque chose qui peut se faire sur un mois, 2 mois plus tard. En fait, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de délai à respecter. Mais ça, c'est important de reprendre ces thématiques. L'important, c'est les conséquences, en fait. Si on devait changer de vocabulaire, il faudrait dire l'urgence, c'est le délai. L'important, c'est les conséquences. Si je ne fais pas quelque chose, quelles vont être les conséquences? Plus les conséquences sont graves, plus la tâche est importante ou la mission. Alors, je l'ai déjà dit lors de la conférence sur l'encadrement, mais je pense que c'est d'autant plus prégnant là. Je disais qu'on était plus dans le temps de l'importance et pas dans le temps de l'urgence, ce qui veut dire qu'on est dans le temps de la réflexion sur ce qui pourrait avoir des conséquences si ce n'est pas fait, plutôt que sur le temps du délai, tout simplement. Et les tâches qui doivent être prioritaires, c'est donc les tâches qui ont soit un délai court et beaucoup de conséquences possibles, soit celles qui peuvent avoir un délai beaucoup plus long, mais qui ont des conséquences graves possibles. C'est ça-là qui doivent être faites en premier, ou en tout cas réfléchies en premier, et pas celles qui ont un délai court systématiquement. L'importance prime systématiquement sur l'urgence, normalement. Voilà. Surtout que une formation gestion du temps, du coup. Ouais, surtout que l'urgence, il y a peu d'urgence en fait, hein. Si on réfléchit bien, il y a peu d'urgence. Donc c'est pour ça que le mot important est beaucoup plus essentiel, hein. C'est vraiment le fondement de la mission, hein. C'est pourquoi on a cette mission dans une collectivité. Pourquoi? Donc c'est vraiment ce qui est important. Merci pour ces précisions. Alors, aussi apporter sur le document unique d'évaluation des risques, le caractère obligatoire ou pas du plan de reprise d'activité et du plan de continuité d'activité. Donc là, effectivement, le plan de continuité d'activité et le plan de reprise d'activité sont recommandés, mais ce ne sont pas des documents obligatoires, contrairement au document unique d'évaluation des risques. Alors, on en a déjà parlé à l'occasion d'une précédente conférence. On y reviendra peut-être le mercredi 6 mai. En tout état de cause, effectivement, le document unique doit servir de support à cette évaluation des risques puisqu'on est véritablement dans cette situation-là. Alors, le temps presse pour tout le monde. Effectivement, on se centre plus sur les priorités. La priorité, c'est de définir les conditions de la reprise et les contraintes qui s'imposent à nous dans cette reprise. Donc, pour le coup, effectivement, voilà, le cadre, il est bien connu et dans les faits, on essaye de s'adapter tous comme on le peut, en essayant de structurer au maximum nos démarches, et c'est ce que Cécile et Ludovic nous ont précisé à l'instant. Des collectivités précisent aussi qu'elles ont mis en place donc, leur plan de reprise d'activité à l'intérieur de leur plan de continuité d'activité. Donc ça, j'ai envie de dire, techniquement, en termes de support, il n'y a pas de règle d'or, donc il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Certaines collectivités ont mis en place aussi des chartes sanitaires responsables pour les agents. C'est des choses qui sont aussi intéressantes parce que ça permet à un moment donné de centrer la responsabilité sur les agents, hein, parce que on a tous une responsabilité individuelle dans cette situation-là. Et on ne peut pas avoir une femme de ménage à demeure derrière chaque agent pour s'assurer que leur espace de travail est toujours désinfecté, nettoyé, etc. Donc, à un moment donné,
voilà, certaines collectivités l'ont aussi formalisé. C'est des démarches qui sont intéressantes. Juste pour rajouter au niveau des outils et des documents, en fait, hein, c'est que là, on est donc sur un PCA et puis un PRA, et donc le document unique est une base, mais il y a un autre document qui va apparaître et on l'évoquera sur la dernière webconférence, ce sera les projets de service. Et finalement, cette crise-là nous amène aussi à réfléchir à comment j'organise mes services, comment j'organise mon activité pour justement peut-être pallier aussi ce genre de situation, ou peut-être des situations moins graves aussi, mais comment je fais en sorte qu'il y ait une souplesse dans mon service pour pouvoir quand même continuer l'activité. Et ça, il faudra aussi réfléchir. Donc, c'est des outils qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont importants à avoir en tête. C'est l'intérêt, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'intérêt, en tout cas une conséquence intéressante du confinement et de la crise actuelle, en fait. C'est de pouvoir rajouter, pareil, j'aime pas le mot flexibilité, mais rajouter un petit peu plus de marge de manœuvre dans les organisations, pouvoir intégrer un peu plus les réflexions des agents qui font le boulot au quotidien dans les organisations. Et le fait de pouvoir se préparer à un deuxième round, en gros, hein, c'est ce que tu dis, Cécile, ou des choses moins graves, heureusement, va permettre, et enfin en tout cas peut permettre, de réfléchir l'organisation du travail et l'intégration des agents, et du coup, ce que j'appelle une sorte le terme est un peu, comment dire, un peu trop important, mais une sorte de culture de la sécurité psychologique. Je vois pas mal enfin je vois très souvent ce terme-là en ce moment, qui s'intégrerait dans l'organisation, un peu comme, alors c'est tout le travail qu'on fait sur les risques psychosociaux de manière générale, mais qui là serait un peu intégré et systématique à toutes les organisations. Que les nouvelles organisations puissent intégrer d'une part les réflexions des agents, d'autre part la sécurité psychologique en plus de la sécurité physique, et qu'elle puisse être pas flexible, adaptable, modulable en fonction des situations, pour que l'idée, en tout cas alors là, du point de vue du psychologue du travail, que l'agent soit pas trop en difficulté, qu'on évite justement là, ces périodes de 15 jours là, d'adaptation un peu compliquée. Et du coup, je trouve, encore une fois, d'un point de vue psychologique, la réflexion super intéressante. Et on parle beaucoup du monde de demain, et du coup, je pense que le monde de demain pour les collectivités, s'il va dans ce sens-là, peut être intéressant, évidemment pour le bien-être des agents au travail, mais aussi pour les collectivités. Parce que je vous le rappelle, la souffrance psychologique au travail, c'est quasiment un arrêt de travail sur 2. Donc, ça peut être intéressant pour les collectivités aussi d'y réfléchir, quitte à réfléchir au projet de service. Voilà. C'est sûr que là, cette situation qu'on connaît interroge sur notre agilité, pour reprendre un terme à la mode, notre agilité, notre souplesse pour faire en sorte qu'une activité continue, tout en prenant en compte les aspects psychologiques, mais aussi les exigences, en fait, hein, exigences stratégiques, réglementaires, etc. hein, donc, qu'on a. C'est sûr que ça interroge là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez vu, là, on revient vers le document unique, on revient vers des documents qui sont encadrants, qui sont guidants, en fait. Et c'est pour ça que le PRA, il faut le prendre dans ce sens-là, comme le PCA. C'est-à-dire que ça permet de guider, ça permet à un moment ou à un autre de poser des choses que l'on peut encadrer pour justement permettre de la souplesse pour d'autres choses. Donc, on met dans un cadre ce qui est sûr, ce sur quoi on peut compter, et après, on discute de la souplesse qu'on peut avoir. Mais il faut d'abord poser ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de remplir ça. Et après, je trouve ça hyper intéressant, cette charte, parce que là, du coup, on est vraiment dans ce travail de co-construction. C'est qu'à un moment ou à un autre, oui, tout le monde est responsable. Et donc, ça, c'est un autre outil qui va être construit avec les uns et les autres. Et pareil, qui va encadrer, qui va donner une base. Et après, il peut avoir de la souplesse. Mais il y a une base. Il y a une base sur laquelle on peut revenir, de dire attention, ok, vous faites ça, mais attention, on a tous décidé au minimum de faire tel ou tel geste ou de faire attention à telle chose. Et ces outils-là servent à ça, en fait, à avoir cette base, ce plancher qu'il ne faut vraiment pas, faut pas faire de trou dans le plancher, autrement on coule, je reviens sur mon bateau.
Un exemple, cette charte-là, c'est vraiment un exemple de ce que je disais juste avant, c'est-à-dire pouvoir réfléchir tous ensemble à notre sécurité physique et donc, du coup, derrière, notre sécurité psychologique. Le fait que le document soit, certes, sur des bases strictes, mais que le document puisse être co-construit tous ensemble, que ça intègre les agents et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, etc. etc. Enfin, voilà, typiquement, on est dans le genre d'exemple que je trouve particulièrement intéressant. Voilà, juste. Alors moi, je mettrais juste un bémol parce que, alors tout ça est très intéressant bien sûr, mais un bémol par rapport à ce que vient de dire Cécile, c'est-à-dire que la flexibilité, l'adaptabilité, oui, les difficultés que rencontrent les collectivités, et il y a beaucoup de questions par rapport à ça, c'est quelle est la situation administrative des agents, notamment ceux qui sont aujourd'hui à NASA pour garde d'enfants, ceux qui sont dans des situations vulnérables eux-mêmes ou leurs conjoints. Donc effectivement, aujourd'hui, octroyer de la flexibilité à des agents, comme vous le dites, effectivement, c'est possible quand on a un cadre et un contexte dans lequel on peut évoluer qui est sécurisant. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour les employeurs et du coup, ça crée effectivement beaucoup plus d'incertitudes. Donc, toutes ces questions qui tournent autour de la situation administrative des agents, est-ce que si les agents veulent pas venir travailler, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour ouvrir la médiathèque si les agents qui sont censés y travailler ne viennent pas? Toutes ces questions-là, on va essayer d'y répondre mercredi donc 6 mai à 10h dans notre prochaine webconférence. Alors, je ne dis pas qu'on aura réponse à tout, je ne peux pas vous le garantir aujourd'hui parce qu'on attend aussi des directives du national. Alors, on a la chance, dans le cas du CDG, d'avoir tous les comptes rendus des entretiens avec le ministre en charge de la fonction publique, donc Olivier Dussopt. Donc, on est plutôt bien informé et on vous relaiera toutes ces informations-là. Mais aujourd'hui, effectivement, on a des incertitudes par rapport à ça. Donc, la question de la priorisation des tâches est primordiale parce qu'il faut déjà commencer par ça et on se dira dans un deuxième temps quels sont les moyens que l'on a pour pouvoir mobiliser et réaliser ces tâches-là. Voilà. Donc, on va créer des frustrés, mais on vous donnera les réponses que l'on sera en mesure de vous donner mercredi, puisque on pense que d'ici là, on aura quand même quelques informations supplémentaires. Je voulais juste faire une réponse. Allez-y. Quand je parlais de flexibilité ou d'agilité, je ne parlais pas forcément de ces cas-là, en fait. Hein. C'est plutôt en termes de priorité, en termes d'action, plutôt de dire, bon, j'ai ça comme moyen. Est-ce que, par exemple, si je prends ma médiathèque, est-ce que je l'ouvre du coup, est-ce que je l'ouvre de telle façon ou est-ce que je fais comme les librairies, je distribue les livres sur commande? C'est plutôt ça, en fait. Ça va être peut-être réinventer une autre façon de rendre un service au public avec les moyens qu'on a. C'est plutôt dans ce sens-là que j'entendais, moi, cette flexibilité. Et donc, du coup, oui, c'est sûr que dans la façon de travailler aussi. Ouais. Ok. Écoutez, je crois que notre temps imparti est écoulé. Donc, voilà, on pourrait rester là à discuter de ces thématiques-là très longtemps. Il nous reste tous à vous remercier. Déjà, merci Cécile, merci Ludovic pour votre implication. Merci à tous pour votre participation et votre fidélité. On vous donne rendez-vous mercredi 6 mai à 10h. D'ici là, donc si vous avez des questions, on vous invite à les adresser par mail à l'adresse assistante.direction@cdg81.fr. Donc, on va vous rappeler tout ça sur notre site internet par les différentes invitations que l'on va vous faire parvenir. Mais voilà, vous aurez tout ça à votre disposition et surtout, n'hésitez pas à nous interpeller. On tentera de répondre à toutes vos interrogations. Merci à tous. Cécile, allez-y. Merci pour tous les commentaires et les idées et le dialogue qu'il y a en fait, qui se fait par rapport à la conversation parce qu'il y a plein d'informations et c'est très riche. Voilà. Merci à vous et prenez soin de vous. Merci. Bonne fin de journée à tout le monde. À très bientôt. Au revoir.